bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce 8e épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission qui vous fait vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne Opposée. Au programme de la meilleure émission traitant de la Coupe du Monde, nous reviendrons sur les performances de l'Australie et de l'Argentine avec Nicolas Cougo, nous essuierons les larmes des Péruviens avec Romain Lambert du côté de Lima. Depuis Montevideo, Ken Fernandez nous contera comment les Uruguayens vivent le mondial, et enfin nous ferons la revue d'effectifs du Nigeria avec Pierre-Marie Gosselin, du Costa Rica avec Grégory Chaboch et du Brésil avec Marcelin Chamois. On les attendait au tournant après leur nul décevant face à l'Islande. Ils ont consterné contre la Croatie. On part sans plus attendre au chevet de l'Argentine avec Dr Cougo. Bonjour Nico, comment vas-tu ? Comment vais-je ? Comment te dire ? Bon, déjà bonjour, je vais rejoindre le club du ça va moyen, voire même fonder le club du ça va pas bien. Et oui, en effet, aujourd'hui pour la team Hello, c'était un peu morose. Il n'y a que l'Australie qui a glané un petit peu, on va le voir après. Mais sinon, et on va le voir également après, le Pérou est sorti de sa Coupe du Monde et l'Argentine, on va en parler de l'Argentine. L'Argentine a coulé, voilà. L'Argentine a fait naufrage face à la Croatie, perdant 3-0. Je ne sais pas si ça s'est déjà vu, une défaite aussi grosse pour les Argentins en Coupe du Monde. C'est une bonne question, je suis en train de réfléchir. Oui, il doit y en avoir, mais va falloir les années remonter 70 loin. peut-être. Ouais, je pense qu'il va falloir remonter très loin. Là, je t'avoue que tu me prends de court sur la stat, mais ça a dû arriver il y a assez longtemps maintenant, oui. Enfin, quoi qu'il en soit, cela reste historique. C'est quand même le vice-champion du monde qui vient de se faire balayer par les Dalmates. Par où commencer, Nico ? Parce que dans le jeu, c'était une catastrophe. Alors, tout simplement, par où commencer ? C'est un peu ça, par où commencer, et ça permet de mesurer l'étendue du chantier que représente cette sélection, j'ai envie de dire. Par où commencer ? Je sais même pas s'il y a un point de départ. Il y avait rien sur cette équipe. C'est un petit peu comme je l'ai écrit dans le guide. C'est-à-dire qu'après chaque compte rendu de la sélection, les comptes rendus sont toujours assez durs parce que ces derniers mois, c'était pas bon. Ça n'a jamais été bon ces derniers mois. On n'a pas un seul match référence sous Sampaoli. Il n'y en a pas un. Même pas la victoire face à l'Italie en amical, c'est pas un match référence. Je suis désolé. Et à chaque fois, tu vois, quand on repart sur un nouveau match. On est comme des gosses en fait avec l'Argentine. C'est la réflexion que je me suis faite pendant le match. On est comme des gosses. Enfin, en tout cas, personnellement, je suis comme un gosse. C'est peut-être parce que c'est un choc d'enfance, l'Argentine. C'est-à-dire qu'à chaque début de match, je suis comme les Argentins. J'y crois. Je me dis non, mais c'est bon, cette fois-ci, on va oublier tout ce qu'on a dit. On a peut-être été super dur. Peut-être qu'on est trop exigeant avec l'Argentine et que du coup, on est plus virulent envers eux. Et en fait, là, il a fallu 5 minutes pour s'apercevoir que ça irait pas encore ce soir. Tu sais pas comment, par quel bout aborder cette Argentine, et est-ce que c'est pas justement le problème au final de cette Argentine vraiment dans le jeu, eux-mêmes ne semblent pas, on l'a vu contre l'Islande, on l'a vu là contre la Croatie, eux-mêmes ne semblent pas savoir par quel bout prendre leur match. Ouais, c'est exactement ça. Et j'ai envie de te dire, c'est marrant parce que tout le monde généralement note le moindre petit geste de Messi, machin, billet. Alors parfois on en fait trop, mais là vraiment l'image du coup d'envoi de l'hymne où Messi est déjà en train de se gratter le front et la tête basse. Et là, tu te dis, dès l'hymne, tu te dis, il y a un truc qui ne va pas. Et c'est exactement ça. On ne sait pas par où aborder cette équipe parce que c'est les mêmes questions, parce que c'est les mêmes schémas de réflexion qui se dessinent à la fin des matchs. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce que l'Argentine a voulu faire. On ne comprend pas la formation tactique de départ. Mais ça, c'est le cas à chaque fois qu'on en voit une. On en parle. De toute façon, on l'a dit en preview du match. On ne sait pas trop ce que veut faire Sampaoli. Mais les joueurs ne semblent pas savoir. Et alors, par contre, ce qui est différent aujourd'hui par rapport à d'habitude, c'est que d'habitude, il y a toujours cette espèce de départ canon de l'Argentine. Tu vois, cette espèce de. Menotti parle toujours d'une équipe qui a le vertige. Mais elle donne un petit peu le vertige sur ses débuts de match. Tu sens qu'elle essaye, qu'elle a des intentions. Là, dès le départ, il n'y a rien eu ce soir. Je crois qu'on n'a pas eu pire match de l'Argentine sous Sampaoli que ce soir.
Terrible, terrible le constat. Ma foi, je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de se pencher plus que de raison sur la tactique, parce que Non, manifestement, il n'y en a pas vraiment. On va pas non plus se pencher sur ce qui n'allait pas, parce que la liste serait beaucoup trop oh, longue. on va faire un Alors, podcast rien que pour ça. du coup, moi, je voulais te demander, alors le match est terminé depuis très peu de temps. Ça fait, sur les 2 dernières fois, on a parlé de l'Argentine, on parlait d'union nationale derrière l'Albi Céleste. Je suppose qu'elle ne tient plus, qu'elle a volé en Non, éclats. non, elle est en train de voler là. Je commence à regarder les premiers titres. Bon, déjà, il y a certains articles qui parlent de miracle, hein, parce que l'Argentine n'est pas morte officiellement, hein. C'est ça qui est terrible, c'est qu'elle n'est pas encore éliminée. Euh, Ça parle, voilà, ça parle de miracle, oui, mais oui, ça va commencer à taper fort, je pense. On n'a pas encore les premiers articles, tu vois, avec le recul, ils attendent un petit peu, même si ils sont toujours assez violents. Il y a beaucoup d'articles là qui sont sortis sur Messi, justement sur ce geste, au moment de l'hymne. Il y a l'analyse du match où voilà, il y a un article sur Olé qui démarre en expliquant que une fois de plus, le capitaine Messi était absent, il a mal joué et il est parti la tête basse. Et en gros, la conclusion, c'est qu'avec un tel Léo Messi, il n'y a aucune chance. Donc voilà, ça va commencer à taper. Je pense que Sampaoli, dans les jours qui arrivent, va prendre très très cher. Déjà, Olé commence à répertorier, enfin à faire écho, pardon, de chants d'insultes qui sont sortis des tribunes, qu'on n'a pas forcément entendu à la télé, qui étaient dirigés contre Sampa. Commence à critiquer son action. Apparemment, il a insulté un joueur croate qui essaie de gagner un peu de temps. Donc, ouais, Sampa va prendre très cher, je pense, dans les jours qui viennent. Le problème, c'est qu'il y a un troisième match à jouer. Oui, il y a un troisième match à jouer, c'est ce que j'allais dire. Enfin, tu l'as dit, et j'allais faire ma transition comme ça. En effet, on peut pas, voilà, il ne s'agit pas de, on ne peut pas encore condamner cette Argentine, car si, alors d'ailleurs, tu vas me confirmer, si le Nigeria s'impose demain, il reste encore une chance à l'Argentine ou match nul d'ailleurs, il reste Ouais, encore une chance à l'Argentine de se qualifier. C'est bien ça. c'est exactement ça. S'il y a un match nul, tout est encore jouable mathématiquement parlant, mais l'Argentine n'aura pas son destin. L'Argentine, ouais, si, l'Argentine aura son destin en main. Mais même si l'Islande s'impose, hein, l'Argentine n'aurait pas son destin en main sur la dernière journée, mais ne serait pas officiellement morte, puisque l'Islande, en cas de victoire, serait à 4 points. Ça dépendra du score, mais l'Argentine serait qu'à 3 points de l'Islande, au final. Même si, je suis d'accord, la différence de but va piquer sévère. Mais oui, oui, si, c'est pas encore mort, c'est ça qui est fou. La grande question, c'est est-ce que j'ai franchement la sensation que dans la tête des joueurs, c'est mort. Et c'est ce qui m'inquiète le plus par rapport à cette Argentine-là, quand tu vois comment ils ont quitté le terrain. Déjà, quand tu vois comment ils sont rentrés, c'était compliqué. C'est Je pense que compliqué. Bah, c'est dans leur tête, c'est fini. c'est ce que j'allais dire. Il y avait l'expression bateau fantôme qui me venait en tête. Si par malheur, par bonheur, enfin par bonheur, malheur, on ne sait plus, l'Argentine parvenait à se hisser en huitième, on aurait vraiment la sensation d'avoir une espèce de navire fantôme Ouais. qui glisserait comme ça vers les huitièmes sans aucun capitaine, sans aucun équipage, Sans même y croire lui-même. voilà, qui voguerait jusqu'à son naufrage encore un petit peu plus. Enfin bon. Les Croates, Ouais. eux, en tout cas, ont fait un super match, sacré Croate. Des Croates, bah, on l'a vu, hein, qui ne sont pas pour rien on l'a vu hier dans le podcast d'hier, qui ne sont pas pour rien dans le développement du football en Australie. Et Oui. l'Australie, elle, puisqu'on va enchaîner, hein, pour une fois, on va pas changer d'intervenant. L'Australie, elle, a attrapé un bon nul, somme toute, face aux Danois, un nul qui a été décroché cette fois grâce au VAR, mais pour elle, cette fois, hein, c'est le VAR qui a joué en sa faveur, puisqu'un penalty lui a été accordé après visionnage de la vidéo par l'arbitre. Le Danemark avait ouvert le score par le biais de l'inimitable Eriksen, un superbe but. Magnifique but. Ouais. Le Danemark a sorti à peu près, on n'est pas là pour débriefer sur le Danemark, mais le Danemark a somme toute montré les mêmes choses que contre le Pérou, une grosse solidité, pas forcément un allant pour le jeu. Et du coup, l'Australie s'est retrouvée avec le ballon, et un peu comme la France, elle a montré de belles choses avec le ballon. Ça n'a pas toujours été efficace, il y a eu beaucoup de mauvais choix, mais elle joue quand même cette Croatie. Cette Australie. Cette Australie, Euh, pardon, cette Australie. Non, mais tu as raison. En fait, il y a eu deux temps dans le match. Il y a eu une première partie de match où le Danemark a fait ce qu'aurait dû faire la France, c'est-à-dire est allé chercher à agresser l'Australie dans son camp.
est allé essayer de perturber ses tentatives de relance, a bloqué Moy. Donc est allé vraiment la chercher et on a vu là les limites de l'Australie actuelle, c'est-à-dire que dès qu'on la bouscule un petit peu, elle a du mal. On avait vu cela déjà sur les matchs de préparation. Le seul juge de paix pour l'Australie de Van Marwijk, c'est les matchs de préparation, puisqu'il n'a eu que ça avec cette équipe-là. Donc, c'est le seul endroit où on peut avoir, j'ai envie de te dire, ce à quoi va ressembler son équipe. Et on avait déjà vu ça, par exemple, face à la République tchèque, même s'ils avaient gagné assez largement, ils avaient été bousculés d'abord. Et le Danemark a bousculé l'Australie en début de match. Par contre, j'ai envie de te dire, un peu comme avec l'équipe de France, une fois qu'on commence à leur laisser le ballon et à les laisser jouer ou à plus aller les chercher, bah, il faut quand même pas oublier qu'ils savent jouer ces joueurs-là quand même. Certains de ces garçons-là ont du ballon et on a vu, surtout en deuxième mi-temps, on a vu une belle Australie et c'est pareil, tu vois, on a vu une Australie qui a pris le point que le Pérou aurait pu ou aurait dû surtout prendre face au Danemark parce qu'on a vu les mêmes soucis du côté du Danemark. Il y a une solidité, mais c'est assez paradoxal. On sent que on n'a pas la sensation que cette équipe est imprenable concrètement. Mmh. Mais il Heu, faut savoir être efficace. oui et non, parce qu'il y a un type derrière, le fils d'un autre type Oui, qui est assez monstrueux. Moi, j'ai trouvé que encore une fois, on n'est pas là pour parler des Danois, mais on parle de Kasper Schmeichel, hein, fils de Peter ouais. Schmeichel. Son aura sur sa défense, c'est absolument dantesque, on dirait son papa, voilà, ou un peu à la Chilavert aussi. Quand on s'approche des 30 mètres, on a l'impression qu'il est déjà là. Oui. C'est assez fou. Pour finir sur l'Australie, on a longtemps parlé les mois précédents, et puis sur le carnet opposé en général, de Postecoglou et ses projets de jeu. Est-ce que, au final, on n'est pas en train de voir l'héritage du travail de Postecoglou en ce moment? Écoute, c'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait qu'on prenne un peu de recul pour analyser ça. C'est quand même un style de jeu très différent, hein, de ce que l'on a. Alors, il y a des joueurs qui étaient présents, beaucoup des joueurs étaient présents sous Postecoglou, avaient cette volonté justement de développer du jeu. Je parlais de vertige tout à l'heure pour l'Argentine. Il y avait cette notion de vertige chez Postecoglou. Alors peut-être que c'est resté, oui, dans la notion de transition fluide, de jeu au sol assez rapide, parce qu'on s'aperçoit, mais ça, c'est pas les auditeurs de Lucarne Opposé qui sont surpris, je dirais que c'est plutôt les autres, que l'Australie, c'est pas du kick and rush, que c'est pas des longs ballons vers l'avant balancés en attendant d'essayer de récupérer le deuxième. C'est une équipe qui sait jouer au sol. Elle l'a vraiment travaillé, tu le dis, oui, c'est une vraie bonne remarque. Sous Postecoglou, c'était vraiment le vrai projet de jeu. Est-ce qu'ils en gardent un héritage? Très probablement. Maintenant, il faudra voir avec recul parce que c'est quand même des systèmes bien différents et des volontés, j'ai envie de te dire, bien différentes. Parce que l'Australie, et c'est peut-être ça, remarque, tu vois, maintenant que j'y réfléchis, sous Postecoglou, il y avait un culte de la possession de balle. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que quand on laisse le ballon à l'Australie, eh ben, Elle l'utilise. finalement, elle sait l'utiliser. Voilà. Et ça, c'est Mmh. peut-être effectivement un héritage Postecoglou. Ouais, tu as raison. D'accord, et bah, écoute, merci beaucoup, Nicolas, et on te retrouve demain pour une histoire du jour. Allez, ça marche. Ça roule. Ciao Nico. Salut Simon, à bientôt. Tout n'est donc pas perdu pour les Socceroos, mais les carottes sont cuites en revanche pour le Pérou, qui dit au revoir au huitième de finale après sa défaite 1-0 contre nos Bleus. On file de suite à Lima pour consoler Romain Lambert. Bonjour Romain, je ne sais pas si je dois vraiment aussi te dire comment vas-tu à toi, je dirais même au nom de tout le peuple péruvien, comment vont-ils, comment allez-vous? Ouais, salut Simon, salut à tous. Bah ouais, bah bien triste, hein, ce peuple péruvien. Ouais, ça va être facile de parler au nom du peuple péruvien parce que je les vois là. C'était pas très joyeux, donc ouais, voilà. Écoute, c'est le football. Où est-ce que tu as suivi ce match toi? Bah alors ouais, c'est une anecdote intéressante parce qu'ici au Pérou, bah le monde s'est arrêté. Et bon, moi j'étais sur mes horaires de travail, donc voilà, au bureau, ils ont mis une télé et tout le monde est descendu pour voir le match en même temps. Vraiment, le monde s'est paralysé. Il était 10 heures du matin quand ça a commencé. Donc voilà, tout le Pérou, les yeux rivés sur ce match. Donc c'était intéressant à vivre en tout cas. Et alors, bah, on va parler du match vraiment, enfin, en tout cas d'un point de vue émotion. Comment les Péruviens ont vécu ce match, les Péruviens avec qui tu étais, d'autant plus que pour eux c'était terrible parce que c'est un match.
qu'ils peuvent regretter, c'est-à-dire ils ont pu y croire. Exactement, c'est ça, c'est beaucoup de frustration, je dirais. Là, je voyais mes collègues, ils étaient vraiment abattus à la fin, mais ils sont quand même fiers de leur sélection et ils savent qu'un un petit but, presque rien aurait fallu pour gagner. C'est un peu similaire que le match contre le Danemark, c'est vraiment la manque manque de réussite à la fin, dans le dernier geste. Et voilà, on savait que ça allait passer, mais non, c'est le plus fort qui a gagné, en tout cas sur la feuille de match, parce que sur le terrain, on a vu vraiment un très très gros Pérou et une équipe de France qui avait un peu peur, là, recroquevillée à la fin. Avant de parler avant de parler du côté sportif de ce match, puisque là on y était presque, pour rester sur le côté émotion, quel est l'état d'esprit des Péruviens au sortir de cette défaite? Très, très déçu quand même de sortir déjà du mondial, hein, un peu précoce, on va dire, mais surtout qu'on arrive au mondial avec 15 matchs sans défaite, et là, on a 2 défaites d'affilée sur la plus petite des marges, donc non, beaucoup de frustration, mais ils sont quand même contents aussi de ce qu'a proposé le jeu du Pérou. Enfin, ça a été quand même un beau match et une belle équipe du Pérou, donc les gens sont toujours derrière l'équipe, et voilà, mais bon, c'est de la déception, évidemment. Bah oui, parce que comme tu le dis, le Pérou a fait bonne figure, ils peuvent sortir la tête haute, notamment après une... alors la première mi-temps était quand même plutôt dans les pieds français, hein. Les Français ont fait une plutôt Ouais, bonne première mi-temps, moi j'ai trouvé. ouais. Mais les Péruviens ont réussi à reprendre le ballon et à aller de l'avant en seconde mi-temps. La seconde mi-temps est clairement péruvienne. Qu'est-ce qui a manqué aux Péruviens? En fait, avant la Coupe du Monde, on avait 2 interrogations. C'était la pression qu'allait supporter le Pérou, comment ils allaient être dans cette Coupe du Monde. Et la deuxième, c'était comment allait venir Paolo Guerrero. Donc là, on a la réponse. Ils n'ont pas vraiment supporté la pression. Je pense que on l'a vu surtout en première mi-temps, c'était limite catastrophique. C'est là ils se prennent un but ils n'arrivaient pas à sortir correctement des balles qu'avant, voilà, en match amical, et ils savaient très bien faire. Et là, je pense que c'est un peu la pression qui a tout fait. Et pour le deuxième point, Paolo Guerrero est arrivé hors de forme, quoi. On peut dire que, bon, on va pas chercher des excuses non plus, mais c'est vrai on n'a pas vu un grand Paolo, même s'il s'est mis au service du collectif. Voilà, il manquait cet attaquant tueur devant le but, quoi. C'est ce qui manquait au Pérou. Très bien. Bah, pour finir, comment les Péruviens, pour revenir sur le côté un peu émotion, comment le peuple péruvien, est-ce que le peuple péruvien arrive à se projeter déjà sur le troisième match où la tension, l'animation autour de la Coupe du Monde semble retomber d'un coup? Ouais, je pense que c'est partagé, hein. Il y a les supporters de toujours qui vont être là aussi mardi à fond et tout, mais bon, il y a quand même une grosse partie de la population qui retombe un peu et qui est déçue, qui va pas vouloir regarder le match. Mais bon, on verra mardi exactement comment c'est, parce que c'est vrai que là, ils sont un peu dégoûtés du football quand on vit ça, mais ce qui est bien, c'est que tout le monde a vu du beau jeu et tout le monde est derrière la sélection et son sélectionneur. Donc, c'est ça aussi qu'on va retenir. Bon, bah écoute, moi j'ai envie de souligner l'image de fin de match où on voit Blaise Matuidi consoler Paulo Guerrero. C'était une très belle image. Et moi j'aurais Ouais. envie de faire la même chose avec les Péruviens parce qu'en effet, c'est l'une des plus jolies équipes de cette Coupe du Monde qui va en sortir. Ouais. Donc c'est assez dommage. Bon, bah écoute, on se retrouvera quand même hein, pour le Ouais. dernier match du Pérou pour le débriefer. Puis le briefer un match qui sera un petit choc entre personnes de lucarne opposée puisque ce sera contre l'Australie d'Antoine Blanchet-Carin. Merci beaucoup Ouais, Romain, voilà. merci beaucoup et puis à la prochaine. Merci. À la prochaine. L'aventure continue en revanche pour l'Uruguay, on l'a vu hier grâce à leur victoire face à l'Arabie Saoudite. Ken Fernandez était à Montevideo pour célébrer la qualification de la Céleste. Bonjour Ken, comment vas-tu? Très bien, très bien. Écoute, je rentre de Montevideo, donc une bonne ambiance de Coupe du Monde. Bah écoute, moi j'ai envie de te dire bienvenue dans les podcasts Lucarne Opposée parce que c'est la première fois qu'on te reçoit. Alors toi, tu as été à Montevideo pour le match de l'Uruguay contre l'Arabie Saoudite. Un match que tu as vécu pleinement, donc tu étais où exactement à Montevideo?
Alors j'étais sur l'Explanada de la Intendencia, donc c'est devant l'hôtel de ville, en plein cœur de Montevideo. Il y a un écran géant qui avait été installé. Et à midi, car le match était à cette heure-ci donc, en Uruguay, les gens se sont réunis, donc des milliers de personnes. La ville s'est totalement arrêtée pour suivre le match contre l'Arabie Saoudite, où la victoire était devenue un peu obligatoire après le résultat de la Russie. Donc voilà, une super ambiance sur l'Esplanade. La ville totalement arrêtée, des couleurs, des chants, des cris. Ce qui est assez marrant à Montevideo en plus, c'est qu'il y a la plus grande avenue qui passe donc au milieu de l'écran géant et du coup seuls les chauffeurs de bus passaient en encourageant, en klaxonnant, etc., en encourageant donc les supporters qui étaient là. Et pendant 1h30, donc ça n'a pas arrêté de crier, de chanter, d'encourager malgré la tension du match et la victoire assez courte des Uruguayens. On peut dire qu'il y a une très belle ambiance qui règne actuellement à Montevideo. D'accord, et bah oui, une très belle ambiance à Montevideo, et comment ils ont vécu cette victoire et du coup cette qualification pour les huitièmes de finale assurés? Pour eux, c'est assez normal en fait. Il y a une énorme confiance qui règne actuellement en Uruguay. Au-delà du fait que c'est une ville qui vibre mais totalement pour le foot, c'est plus important que Buenos Aires actuellement. Pour vivre à Buenos Aires, je vois la différence. Il y a aussi une question de confiance, je pense. Ils s'identifient totalement à leur équipe. C'est sûrement le dernier mondial de Tabarez qui leur a donné beaucoup et ils sentent l'équipe plus forte que jamais, donc au niveau défensif, avec les deux de devant bien sûr. Et ce qui est assez marquant en Uruguay, c'est qu'on a beau avoir des débats sur le jeu ici, critiquer le fait que l'équipe produit un jeu assez comment dire, simpliste, ou en tout cas assez ennuyeux depuis le début du mondial, c'est pas du tout un problème pour les Uruguayens, au contraire, ils s'identifient totalement à leurs joueurs. Pour eux, ce qui prime avant tout, c'est la solidarité et le collectif. C'est les deux mots qui reviennent le plus quand on parle avec des supporters uruguayens. Et donc, ils envisagent la suite de la compétition avec énormément de confiance. C'est assez marquant. D'accord, bah tu le dis, t'habites à Buenos Aires, hein, c'est les voisins, ils sont Ouais. de l'autre côté de l'estuaire du Rio de la Plata. Justement, quelle est la différence entre des Argentins qui doutent énormément de leur équipe et des Uruguayens qui, comme tu le dis, ont une énorme confiance? Comment ça se traduit quand on suit le match? Ça se traduit par une ambiance beaucoup plus positive en fait. Ça sent, les gens sont super optimistes. Dans la ville à Montevideo, déjà, il y a des drapeaux de partout, des pubs de footballeurs de partout, bien plus qu'à Buenos Aires, alors que c'est déjà assez important à Buenos Aires, ça n'a rien de comparé à la France par exemple. Mais on sent qu'il y a beaucoup plus de mal en Argentine actuellement à s'identifier à ces joueurs, à cette équipe, à l'entraîneur aussi surtout. Les joueurs sont critiqués, tout est remis en question, c'est énormément jugé, il n'y a pas du tout de confiance en ce qui peut se passer donc avec l'Albiceleste, alors que c'est tout l'inverse en Uruguay, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un pays qui fait bloc derrière ces 23 joueurs et qui a une entière confiance en l'entraîneur, en Suarez et Cavani qui ont pu être critiqués sur les deux matchs. Pour eux, ils sont très contents de leur rendement et ont entièrement confiance en l'avenir. La défense les rassure. Enfin, il y a vraiment une ambiance totalement positive, un pays qui pousse derrière et qui se sent totalement représenté par ses joueurs et qui est persuadé de pouvoir réaliser de grandes choses. Une dernière question, moi, quelque chose auquel j'accorde énormément d'importance. Au niveau de l'ambiance devant un écran géant, devant un match comme ça de Coupe du Monde, l'ambiance, elle était vraiment fervente, très masculine, ou est-ce qu'elle était familiale? Est-ce qu'il y avait femmes et enfants? Très familial, très familial. Ça, c'est assez sud-américain, j'ai l'impression en tout cas, depuis que je suis ici, c'est qu'il y avait énormément de femmes, beaucoup d'enfants. On venait en famille regarder le match. C'était une ambiance à la fois bon enfant et fervente, bien sûr, parce que dès qu'il y avait une action, un carton, enfin, c'était très vivant. Mais à côté de ça, oui, très familial, pas du tout, trop masculin ou pas violent, une ambiance très tranquille. Tout le monde buvait son maté comme c'est coutume en Uruguay pendant la pause déj avec 2-3 choses à grignoter. Et c'était une excellente ambiance, enfin, vraiment très buena onda, comme on dit ici. Buena onda, gageons que la France, ou les Français plutôt, s'inspirent un petit peu de cette buena onda pour prendre un petit peu en optimisme et en solidarité derrière leur équipe, malgré parfois un petit peu de morosité dans le jeu. Et écoute, merci beaucoup Ken, et puis merci à toi. Prochainement peut-être pour un inside argentin, Buenos Aires. Ouais, avec plaisir, je serai de retour à Buenos Aires pour le suite de la compétition. Ça roule, salut Ken. À très bientôt. Nous avons ouvert notre émission avec la cata de l'Argentine. Son futur adversaire, le Nigeria, tentera de relever la tête contre l'Islande ce vendredi. Accueillons l'ami Pierre-Marie pour voir si les Eagles sont prêts à redevenir super.
Bonjour Pierre-Marie, comment vas-tu ? Bonjour Simon, écoute, ça va toujours bien. Très bien, on est là pour parler du Nigeria, le Nigeria qui nous avait déçus contre la Croatie et qui va rencontrer une Islande que l'on sait solide et très bien organisée, on l'a vu contre l'Argentine. Est-ce que, après la déception du match et de la défaite de 1-0 contre la Croatie, est-ce que Gernot Rohr va procéder à des changements ? Il semblerait, oui, que des petits changements se profilent. Alors, rien de très révolutionnaire, mais suite à ce premier match, comme tu l'as dit, la déception a été grande pour nous, mais encore plus pour les Nigérians au pays, qui ont été surpris de voir un Nigeria finalement sans solution face aux Croates. Et notamment, il y a un joueur qui a posé problème, qui a cristallisé un petit peu les critiques autour de lui, c'est le capitaine John Obi Mikel, positionné dans un rôle de numéro 10. Dans mon preview, dans la présentation du mondial, j'avais justement insisté que c'était peut-être une des clés, que c'était l'occasion de voir Obi Mikel s'exprimer dans une position qui était la sienne initialement. Et voilà, ça s'est mal passé pour lui. Un match un peu où il est passé un peu à côté, plus de nervosité que d'intention de faire jouer ses coéquipiers. Donc ça pose un peu problème, surtout que José Mourinho s'est permis une petite déclaration. Là, il était, je pense, avec un média du côté de Moscou. Il a dit que pour lui, John Obi Mikel, c'était pas un numéro 10, mais que c'était un numéro 6 et que Gernot Rohr se privait d'un excellent milieu défensif pour mettre un mauvais numéro 10. Donc voilà, donc ça cristallise un petit peu toutes les tensions. Est-ce que Obi Mikel va être repositionné dans un poste un peu plus défensif ou est-ce qu'il va rester là en numéro 10 ? Il y a vraiment quelques doutes. On parle d'une titularisation de Ahmed Moussa qui permettrait peut-être de replacer Alex Iwobi dans l'axe derrière l'attaquant Igalo et de permettre à Mikel de reculer au milieu avec Ndidi. Voilà, c'est encore des tractations à voir. Moi, je t'avoue que quand même, j'ai eu l'occasion de pouvoir voir jouer Obi Mikel en 10 et c'est quand même vraiment pas mal. C'est un super joueur. Alors, est-ce que voilà, contre l'Islande, une équipe qui va être très regroupée en défense, c'est un bon match pour lui? Je sais pas. Voilà, à voir, mais on risque d'avoir un peu de changement. D'accord. Avant de terminer sur une anecdote que tu m'as donnée en off et qui est assez rigolote, pardon. Est-ce qu'on reste optimiste? Est-ce qu'on garde la pêche au Nigeria malgré la défaite? Ouais, ça commence à être un peu mitigé. Tu sais, les journalistes africains sont faciles. Disons, retournent facilement leur veste et c'est vrai que les premières critiques sur Gernot Rohr commencent à fuser, qui s'obstinent avec certains joueurs, avec notamment Igalo qui n'a pas beaucoup marqué, avec Michael Andis. Donc voilà, tu sais, mais après un bon résultat contre l'Islande et tout le monde va se remettre à soutenir à 100% les Super Eagles et à crier au génie de Gernot Rohr. Donc voilà, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre, mais disons que voilà, c'est quand même un peu mitigé et il y a quand même des critiques qui font surface et qui ont fait surface dès le coup de sifflet final. D'accord. Et pour terminer, comme je vous l'ai dit, l'autre fois, tu nous as raconté une histoire de cochon et cette fois, c'est une histoire de poulet que tu as envie de nous raconter. Décidément, on reste dans les animaux de la ferme. Ouais. Alors figure-toi que pour ce premier match, il y a les autorités russes qui ont fait sortir un document comme quoi ils ont reçu une demande de supporters nigériens pour pouvoir introduire des poulets vivants à l'intérieur du stade. Alors bon, tu me diras là, poulet, pourquoi pas? On a déjà vu des coqs au Stade de France, que voilà, ça c'est déjà vu. Sauf que forcément là, dans l'esprit des gens, c'est plutôt c'est un coq vivant en Afrique là, c'est pour faire un truc de sorcellerie ou quoi que ce soit. Donc les Nigérians ont très très mal pris ces remarques-là, en accusant les Russes forcément de racisme. Voilà, ils vont arriver des Africains, ils veulent venir faire des trucs mystiques avec leurs poulets. Donc ça a été très mal pris. Les groupes de supporters officiels qui ont fait le déplacement ont fait des démentis pour dire que eux-mêmes n'ont pas fait de cette demande-là, qu'elle ne provient pas d'eux.
Et figure-toi qu'on est un peu en train de rechercher qu'est-ce qui est la cause. Est-ce que c'est les Russes qui se moquent des Nigériens, ou est-ce qu'un supporter nigérien a fait cette demande-là qui au final a fait du mal à tout le Nigeria, parce qu'ils se sont sentis un peu blessés, un peu vexés d'être pris pour des petits sorciers de coin de rue, des petits marabouts là qui veulent qui font appel à ces techniques ancestrales pour gagner. Donc voilà, c'est une petite anecdote, mais ça peut nous faire sourire ici. Ça a pas trop fait sourire au Nigeria, et ça a fait réagir autant que la position de numéro 10 d'Obi Mikel. D'accord. Bon bah écoute, on verra si cette rumeur, si cette histoire se confirme, et on espère en tout cas que, poulet ou pas, que les Nigérians retrouveront un petit peu de verdure, et qu'ils reprennent un peu des couleurs, qu'on voit un vert nigérian éclatant, plein du beau vert qu'on a vu à l'époque au Kocha et compagnie. Merci beaucoup Pierre-Marie, et on se retrouve pour débriefer ce match du Nigeria demain. Avec grand plaisir. Ciao ciao. Ciao Simon, à bientôt. Le Costa Rica également est bien mal embarqué dans ce mondial, avec une défaite inaugurale face à la Serbie. Vont-ils se reprendre contre la Seleção, l'ogre de ce groupe? On voit ça tout de suite avec Grégory Chaboch. Bonjour Grégory, comment vas-tu? Eh ben écoute, très bien, et toi? Bah écoute, tout va bien ici à Belo Horizonte. Aujourd'hui, de nouveau, et comme toujours presque avec toi, on va parler du Costa Rica. Le Costa Rica qui, on l'a dit, a perdu son premier match contre la Serbie et va devoir se refaire, mais va devoir se refaire face au terrible Brésil, à la Seleção, qui peut faire trembler plus d'un. Alors, est-ce que le Costa Rica, peut arriver à surmonter cette montagne? Alors, oui, je pense que oui, ils le peuvent, et de toute façon, tout le monde en est convaincu. Au pays, on commence à ressortir un peu les dossiers de 2014 en disant, vous voyez, on a battu l'Italie, on a réussi à accrocher l'Uruguay, on a battu l'Angleterre. Rien n'est impossible pour les Ticos, voilà ce qu'on dit au pays. Donc vraiment, ils sont à fond et ils y croient vraiment. Donc je pense que oui, ils peuvent le faire. En tout cas, tout le monde y croit, et c'est vraiment la mission. De toute façon, ils sont au courant que si même minimum un point ils ne prennent pas aujourd'hui contre le Brésil, voilà, c'en est fini de la Coupe du Monde en Russie, quoi. J'ai entendu, j'ai lu, j'ai vu passer dans la presse qu'il y aurait des dissensions à l'intérieur du vestiaire costaricien entre, alors j'ai entendu les Européens d'un côté, Brian Ruiz et Keylor Navas, entre le coach, ceux qui jouent en MLS, ceux qui jouent au Costa Rica, notamment avec une remise en question des tactiques d'Oscar Ramirez, le coach. Qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Alors moi j'ai quelques relais dans le vestiaire, certains relais d'ailleurs des deux groupes dont tu parlais, les Européens et ceux qui jouent au pays. Le problème, c'est qu'en fait finalement tout le monde remet en question Oscar Ramirez, que ce soit les joueurs qui jouent au Costa Rica, que ce soit les étrangers, que ce soit même les gens au pays, même les médias, même tout le monde, même les suiveurs du Costa Rica mettent en doute Oscar Ramirez. Clairement, il n'y a plus aucune confiance en le coach, et là vraiment ça sera demain le match contre le Brésil, vraiment l'occasion de voir si c'est un grand coach ou pas. Après, Oscar Ramirez, voilà, c'est un ancien joueur des Ticos, c'est une ancienne légende de la sélection. Donc, c'est comme si, je sais pas, je sais, pour vous faire une comparaison rapide, c'est comme le passage de Laurent Blanc en sélection de la France. Voilà. On n'hésite pas à lui taper dessus, même si c'est une ancienne gloire du pays, parce qu'on remet en doute ses qualités. Après, le groupe, je pense qu'il restera uni parce qu'il y a des vrais leaders. Je pense que des mecs comme Oscar Duarte, comme Pipo González, Brian Ruiz, évidemment Keylor Navas, ce sont des vrais leaders. Ils connaissent les groupes qui gagnent, et je pense qu'ils vont tout faire vraiment pour essayer d'accrocher le Brésil. Après, est-ce que c'est possible, ça, malheureusement, je ne peux pas le dire. Moi, honnêtement, si tu me demandes mon avis personnel, je crois que le Brésil va s'imposer. Parce que c'est la tendance sportive. C'est la tendance sportive. Je ne vois pas comment le Costa Rica peut sortir un très très gros match après tout ce qui s'est passé ces derniers temps pour la sélection des Ticos. D'accord. Et du coup, pour terminer, est-ce que Oscar Ramirez va mettre en place une tactique spéciale? Est-ce qu'il va y avoir des changements pour affronter la Seleção? Je m'attends à voir Joel Campbell titulaire en pointe à la place de Marcos Aurenia qui était titulaire donc face à la Serbie. Il faut s'attendre toujours au 5-2-3. Ça, à mon avis, ça ne changera pas, mais les consignes demandées aux joueurs seront, je pense, tout autres. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à nouveau, encore une fois, pour Oscar Ramirez, le 0-0, c'est un bon point. Donc, je ne suis pas sûr, malheureusement, qu'il tente tout pour aller chercher
les 3 points et ça risque d'être un problème parce que si le Brésil marque, que ce soit très rapidement dans la rencontre ou à la fin de la rencontre, je pense que le Brésil aura gagné. Je ne vois pas les Costariciens revenir. Donc franchement, je suis très très pessimiste sur ce match de demain. J'espère qu'ils vont me faire mentir. Très bien, écoute, on verra demain s'ils t'ont fait mentir en débriefant le match du Costa Rica. Merci beaucoup Grégory. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao. Les Brésiliens de leur côté auront à cœur de rentrer pleinement dans leur tournoi après avoir coincé face à la Suisse dimanche passé. Marcelin Chamoin nous rejoint, voyons ensemble si les Auriverges ont accordé leur cavaquinhos. E aí Marcelin, tudo bem? Tudo bem, você? Moyen, tiens, figure-toi, parce que je reviens du match des Bleus, j'ai garé ma voiture, j'ai filé 50 reais au mec qui t'aide à garer là, et il est parti pour me faire de la monnaie, il est jamais revenu, donc il m'a barbé 50 reais. Ah, c'est le Brésil qui parfois on n'aime pas trop. Donc je suis un peu ronchon. Mais là, on va parler de la sélection qui a ronchonné un petit peu contre la Suisse. On en a déjà parlé et qui va s'attaquer au Costa Rica. Toi, tu as lu que Tite reconduirait son équipe. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou tu aurais attendu peut-être quelques modifications? Je pense pour le deuxième match, c'est bien de garder les mêmes 11. Il a dit, Tite a dit que par rapport au match, le dernier match de préparation contre l'Autriche, il a été satisfait de la performance et du coup il préfère garder le même 11. Après on verra comment ça se passe face au Costa Rica, s'il y a d'éventuels changements par la suite. Mais pour le deuxième match, je trouve ça bien de garder le même 11 de départ. Paulinho a été très 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 critiqué ici au Brésil et on considère apparemment qu'il a fait une très piètre performance. C'est vrai que c'était pas non plus très flamboyant et on appelle peut-être un réajustement et une entrée en jeu à sa place de Renato Augusto, l'ancien de Flamengo, du Corinthians, qui joue actuellement en Chine. Qu'est-ce que tu en penserais toi de ça? Ça peut être une solution aussi, mais je garderai quand même Paulinho. Je pense que le milieu est plus solide avec lui, même si c'est vrai que contre la Suisse, il n'a pas fait un très bon match. Mais ouais, je pense que c'est un peu plus solide avec lui, puis il peut marquer. Après, c'est vrai que par rapport à Renato Augusto, c'est pas le même profil, mais avec Coutinho sur le côté gauche, je garderai Paulinho pour l'instant. Neymar a pris un petit coup, on l'a vu contre la Suisse, un petit coup qui a fait frémir énormément de gens ici au Brésil parce qu'on pense à sa blessure à la cheville. Pour toi, il va être à 100% contre le Costa Rica? Ouais, on aime bien se faire peur avec Neymar dès qu'il tombe. Il tombe souvent en plus. Mais oui, non, je pense peut-être un petit peu une petite douleur, quoi, mais ce qui va pas l'empêcher de jouer et de donner le maximum. Donc pas vraiment d'inquiétude sur ce côté-là. Bon, alors donc le Costa Rica, en adversaire, on l'a vu contre la Serbie qui se cherche. Il paraît même qu'il y a des dissensions à l'intérieur du groupe. Comment tu vois ce match contre le Costa Rica? Est-ce que tu t'attends à un match plus difficile que celui de la Suisse? Quelque chose de plus facile peut-être? Ouais, je pense que ça sera un petit peu plus facile par rapport à ce qu'on a vu contre la Suisse. C'est vrai que le Costa Rica n'a pas vraiment été impressionnant contre la Serbie. Et puis le Brésil aussi se doit de réagir par rapport au match nul du premier match. Donc je pense que là, ils seront concentrés. Ça sera un petit peu plus facile que le premier match. Écoute, c'est vrai qu'avec le Brésil, l'état de forme dans lequel ils sont arrivés dans cette compétition, le groupe qu'ils ont, le talent qu'ils ont, malgré ce couac du match nul contre la Suisse, la presse généralement ne remet pas encore tout en cause, même s'il y a quelques critiques ici ou là. On l'a vu par rapport à Paulinho, par rapport à Neymar, qui avait considéré qu'il tombait un petit peu facilement, qu'il en faisait un petit peu des tonnes. Il n'y a pas encore grand-chose, c'est vrai, à dire sur le Brésil, puisque on demande encore à voir. Il n'y a eu qu'un match. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu restes confiant. La plupart des Brésiliens, vraiment, j'insiste là-dessus, restent confiants. Il y a eu quelques critiques, mais on ne remet pas tout en cause comme on le fait par exemple après chaque match des Bleus avec Didier Deschamps. Ouais, je pense que même si le premier match c'était pas terrible, c'est vrai qu'il faut rendre hommage aussi à l'équipe de Suisse qui a fait son match. Mais le Brésil, on l'a vu depuis 2 ans avec Tite, a montré quand même une certaine solidité, des qualités. Et c'est parce qu'il y a un match qui était un peu moins bien qu'il faut remettre tout en cause. Même si du coup, il n'y aura pas de changement dans le 11, mais il y aura quand même un changement pour le brassard. Ce sera Thiago Silva, le capitaine, demain. C'est vrai, tu l'as dit, retour du brassard sur le bras de Thiago Silva, au monstre,
qui ne l'a plus porté depuis 2014 et notamment on se souvient de ses larmes contre le Chili qui avait beaucoup fait jaser au Brésil. Et bah écoute, on attend, il n'y a plus qu'à voir contre le Costa Rica, comme on l'a dit, il y a eu un couac, maintenant à voir et à eux nous prouver que ce match qui est considéré comme le pire de l'ère Tite, ou en tout cas le pire, le moins bon, à eux de nous prouver que ce n'était qu'une erreur. Et bah écoute, merci beaucoup Marcelin et on se retrouve demain pour débriefer ce match du Brésil contre le Costa Rica. Ça marche, merci à toi. Avant de se quitter, un petit récap des résultats de ce podcast. Dans le groupe C, la France valide son ticket pour les 8e en venant à bout du Pérou, 1-0, tandis que Danois et Australiens se sont quittés bons amis, 1 but partout. France 6 points, Danemark 4 points, Australie 1 point et Pérou 0, éliminé avant la dernière rencontre. Tremblement de terre dans le groupe D, la Croatie désosse l'Argentine 3-0. En attendant la rencontre Islande-Nigeria de ce vendredi, les Croates prennent la tête avec 6 points, suivent Islandais et Argentins 1 point et le Nigeria ferme la marche sans aucun point. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 8e épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Notre VO du jour vient du kangourou Mike Tyler qui, vous allez le voir, bondit de joie sur le penalty de Jedinak. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce mondial russe. Salut les amis. Schmeichel sets himself. Jedinak, big player, big result. And Captain Courageous keeps Australia's hopes alive at the FIFA World Cup of 2018. He certainly won the mind battles there. Very similar penalty to what he scored against France. And gets Australia right back into this game.